Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde. Ce soir, j'ai le plaisir de m'entretenir à nouveau avec Laurent Guénaud. Bonsoir Laurent, on peut se tutoyer Oui, avec Alors, plaisir, comment ça va, Laurent ? Raphaël. Eh bien, ça va très bien, ça va très bien. J'ai bien révisé mon sujet, donc je me sens bien à l'aise, bien que je ne sois pas un grand spécialiste, mais voilà. C'est un sujet, donc même si tu dis que tu n'es pas un grand spécialiste, donc c'est un sujet qui est très important. Donc là, ce soir, on va mettre les pieds dans le plat. On va parler d'un sujet qui fait beaucoup parler, surtout suite aux déclarations qu'on a pu observer donc en mai de l'ancien directeur russe qui a pu dire que d'une compagnie, alors excusez-moi si je ne retrouve pas le nom, je ne veux pas dire de bêtises, c'est Roscosmos. Roscosmos, voilà, qui a dit simplement les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Et donc, ça Voilà. relance tous ces débats-là. C'est Et c'est vrai que Dimitri Rogozin. Dimitri Voilà. Rogozin, ancien directeur de l'agence spatiale Roscosmos. Voilà. Et donc, c'est Moi, un j'ai bien sujet. révisé, hein. Oui, mieux que moi. Donc, c'est un sujet qui est très important parce qu'en fait, on voit que c'est le genre de sujet typique, très intéressant, où en fait, il y a plein de débats très houleux qui se développent, où en fait, il y a une grande lutte entre une vérité universelle imposée, que ce soit par exemple on y allait, ça existe, c'est obligatoire, c'est la version officielle, et aussi donc des personnes qui vont essayer de chercher la vérité, et on va pointer du doigt uniquement des personnes qui vont partir dans des complots, et même dans des versions qui sont des fois en fait, on peut oser le dire, complètement délirantes, parce que lorsqu'on creuse certains sujets, et là on va en parler ce soir pour l'alunissage, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, savoir si la Lune est faite à base de fromage, ou si... Enfin, si en gros il y a des théories vraiment de grandes manipulations reptiliennes, on peut justement traiter ces sujets-là dans le fond, mais pour ça, il faut justement poser des bases importantes pour traiter ces sujets. Et donc, tu as écrit 2 articles qu'on peut retrouver sur Raison Internationale. Le premier qui s'appelle donc Apollo et l'Empire du mensonge, et un deuxième qui s'appelle Kennedy, Johnson et la course à la Lune. Et donc pour cet entretien, donc je te propose, et je propose à tous ceux qui vont nous écouter, donc on va y aller crescendo. Je pense que pour traiter ce sujet-là, donc l'alunissage, la mission Apollo 11, où en juillet donc 69, en fait, donc l'Amérique a réalisé l'exploit de pouvoir aller sur la Lune et revenir. Il est peut-être important de se remettre dans un contexte géopolitique, parce que peut-être, on en parlait en privé, plus le temps va passer, et à mon avis, il y aura de plus en plus de personnes qui auront du mal à comprendre les enjeux de l'époque, parce qu'en fait, il y avait un contexte particulier qui peut sonner évident, qu'on va appeler la guerre froide, mais est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la situation qui existait entre les États-Unis et la Russie à l'époque, qui aurait pu permettre de développer cette mission Apollo 11 ? Oui, alors effectivement, il faut se replacer dans le contexte. Le contexte, 1969, il y a eu six missions Apollo entre 1969 et 1972. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le contexte. D'abord, il faudra peut-être dire un mot de Richard Nixon, puisque toutes les missions Apollo ont lieu durant la présidence de Richard Nixon. Mais le projet Apollo a été lancé avant. La NASA a été fondée en 1958 sous la présidence de Eisenhower. Ce Eisenhower qui, on s'en souvient, en partant dans son discours d'adieu, a mis en garde les Américains contre le complexe militaro-industriel, mais en réalité, la NASA qu'il a fondée lui-même est un élément clé du complexe militaro-industriel. Donc sur le contexte, il y a un aspect technique déjà qu'on peut aborder tout de suite, qui est très important. C'est quand on parle des missions Apollo, on parle de fusées. D'abord, on parle de fusées Saturne V, qui sont des gigantesques fusées. Il faut savoir que ces fusées Saturne V existaient déjà avant la NASA. Elles avaient été développées sous la direction du département de la Défense. Parce qu'en fait, une fusée Apollo, une fusée Saturne V, si tu veux, c'est exactement la même chose qu'un missile intercontinental, un missile balistique.
Et d'ailleurs, justement, en révisant aujourd'hui, là, j'ai remarqué que dans l'article Wikipédia, ça doit être l'article Wikipédia sur les missiles balistiques, oui, c'est ça, voilà. Je te lis un petit paragraphe parce que là, ça résume tout. Les missiles balistiques développés depuis la Seconde Guerre mondiale répondent à des besoins opérationnels sur les théâtres d'opération, etc. Depuis les années 1950, certains projets ont une double finalité militaire et civile. Dans ce deuxième domaine d'application, le terme missile est remplacé par lanceur ou fusée. Donc un lanceur ou une fusée, c'est un missile ou une fusée, c'est la même chose. Les moteurs sont les mêmes, le carburant est le même. D'accord, un missile balistique, c'est un missile qui doit sortir de l'atmosphère terrestre. Et balistique, ça veut dire qu'en fait, une fois qu'il est propulsé, théoriquement, il suit une course qui est guidée par la gravitation. Donc, c'est exactement la même chose qu'un... Voilà. Ça permet de comprendre une chose facile à comprendre que personne ne peut contester vraiment, c'est que cet énorme budget qui a été alloué par le Congrès à la NASA, en fait, était de l'argent qui a servi en très grande partie à développer ces missiles intercontinentaux. Parce qu'il faut bien dire, excuse-moi de te couper, c'est que donc il y avait une véritable course à l'armement, si les gens ne se voilà, souviennent pas. Il y avait une course à l'armement qui était claire et évidente. Disons que voilà, la course à l'armement, le but principal, c'était développer. Alors l'arme nucléaire, c'était déjà fait. L'étape suivante, c'était les missiles balistiques qui permettaient de transporter une arme nucléaire d'un continent à un autre. C'était ça la clé de la dissuasion nucléaire et du chantage à l'arme nucléaire, etc. Et donc, évidemment, les Russes n'étaient pas dupes. Tout le monde savait en voyant décoller ces fusées, parce que les fusées, quand on se questionne sur est-ce que l'homme est allé sur la Lune, on ne met pas en doute, évidemment, l'existence de ces fusées. Elles ont bien décollé, tout le monde les a vues. Jusqu'où elles sont allées, c'est une autre question, mais en tout cas, tout l'argent de la NASA est allé là. Et donc, ça, c'est une première chose qu'il faut bien comprendre. La NASA, c'était un élément du complexe militaro-industriel déguisé en agence civile. Mais tout le personnel de la NASA est un personnel militaire. Tous les astronautes sont des militaires, sont des pilotes de chasse de l'armée, tenus par des secrets défense extrêmement stricts. On est dans l'armée, à la NASA, on est dans l'armée. Donc, on est dans un. Et d'ailleurs, même les statuts de la NASA incluent le droit et la coopération avec le ministère de la Défense, avec la CIA aussi, avec les agences enfin surtout avec le ministère de la Défense. Donc voilà, ça c'est une première chose à bien comprendre pour comprendre que derrière le théâtre d'aller sur la Lune, il y avait évidemment un intérêt géostratégique d'armement très très fort. Oui, petite information peut-être à dire, c'est que donc la NASA a été fondée en 1958. Donc il leur a suffi après de 11 ans pour réussir cet exploit incroyable qui est d'aller sur la Lune et de revenir. Mais je te laisse continuer. Oui, voilà. Alors après, pourquoi aller sur la Lune? Bon, en 1961, il y avait donc la course à l'espace était aussi une réalité puisque les Russes avaient envoyé donc en 1961, je ne sais plus à quelle date, Gagarine, ce fameux Yuri Gagarin, qui a été le premier homme soi-disant à faire le tour de la Terre en orbite. Donc ça a été un choc très fort pour les États-Unis. En fait, je crois qu'aujourd'hui, personne ne conteste que l'Union soviétique était très en avance au début des années 60. Et tout le monde l'a réalisé avec cet exploit d'Yuri Gagarin. Alors, est-ce que les Russes, il n'y a pas un mensonge là? On peut penser qu'il y a un mensonge, mais enfin bon, ça se discute. En tout cas, il est peu douteux que les Soviétiques étaient en avance même au niveau de la construction de leurs fusées, etc. Parce que bon, après la Première Guerre mondiale, on parle souvent de la Seconde Guerre mondiale, on parle souvent des ingénieurs allemands comme Werner von Braun qui est parti aux États-Unis, mais les Soviétiques, ils en avaient aussi beaucoup. Ils en avaient aussi pas mal. Donc, ils avançaient assez vite aussi. Donc, aller sur la Lune, voilà, c'était une manière de donner un but précis à la course à l'espace. Et la course à l'espace est une réalité parce que on comprend facilement. Déjà, on comprend facilement quand on
comprend un peu ce que sont les États-Unis, la philosophie politique des États-Unis, l'idéologie fondatrice. Il y a un côté messianique chez les Américains, un côté impérialiste. Partout où ils peuvent planter le drapeau américain, ils y vont. Tu vois, ça fait partie, c'est dans l'ADN des Américains. Aller sur la Lune, ça va de soi, quoi. Si on peut y aller, on y va. Dans son fameux discours de 1962, Kennedy a dit on va sur la Lune, pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Bon, ça n'a aucun sens, mais ça résume bien cette espèce d'esprit américain, cette espèce d'hubris américain qui veut qu'on va le faire parce qu'on est les plus forts, quoi. Donc, en soi, je pense qu'on n'est pas obligé de penser, on n'est pas obligé, même si on pense que personne n'est allé sur la Lune, on peut néanmoins supposer que au début des années 60, ceux qui ont lancé le projet pensaient que c'était possible. Hein, c'est ça, à mon avis, la théorie intéressante. C'est pas, tiens, on va faire semblant d'aller sur la Lune, puis on va mettre 9 ans à y aller. Non, on va essayer d'y aller. Puis à un moment, on s'est aperçu que c'était pas possible, qu'on n'était pas prêt, qu'il y avait tout un tas de défis impossibles à relever et qu'on ne pouvait pas remettre ça à 20 ans ou 30 ans ou même 50 ou 60 ans, parce que là maintenant, on est 60 ans après et on n'y est toujours pas retourné. Donc on s'est dit, if we can't make it, let's fake it. Hein, oui, et justement, excuse-moi de te couper, donc là, il y a quelqu'un dans le chat qui écrit « Le pognon aurait pu servir à autre chose », et justement, c'est-à-dire que c'était, là, ce que tu dis là, c'est pas donc des phrases issues de certains, donc je sais pas, journalistes ou intellectuels, c'est par exemple issu d'enregistrements de conversations avec Kennedy directement, qui donc lui a en fait a eu une position très intéressante, et je te laisserai en parler juste après, justement sur donc la conquête de l'espace d'abord, le fait de vouloir, enfin la conquête pour aller sur la Lune, et ensuite simplement l'idée de coopération spatiale avec la Russie, mais enfin en tout cas avec l'URSS. Ouais. En tout cas, Kennedy, c'est directement issu d'enregistrements privés qui même lui doutait, en fait, il parlait justement un peu comme Macron aujourd'hui du pognon de dingue que ça coûtait, est-ce que c'est vraiment pertinent, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin pour aller sur la Lune? Oui, alors effectivement, quand on pense Apollo, on pense Kennedy parce que c'est lui qui a porté le projet en 61 d'abord, peu après donc ce fameux vol de Yuri Gagarin. Il a demandé au Congrès quelques milliards de dollars pour lancer ce projet. Puis après, on se souvient de son fameux discours en 62, c'était au Texas, à Houston. We choose to go to the moon, on choisit d'y aller parce que c'est difficile. Bon. Et donc, c'est Kennedy qui aurait lancé le projet. Or, c'est pas tout à fait exact. Et ça, c'est dans le film de Massimo Mazzucco que j'ai trouvé que j'ai trouvé cette information pour la première fois. Après, je l'ai creusé, puis j'ai un peu élaboré ça, j'ai compris un peu plus en profondeur. Mais il le montre et il passe effectivement ces enregistrements dans le bureau ovale, hein, parce que depuis Kennedy, je crois que c'est lui qui était le premier à enregistrer. Il avait un bouton sous son bureau, là, pouf, il enregistrait toutes les conversations qu'il voulait. Nixon faisait pareil, mais il s'est fait un peu piéger, lui, du coup, par ses propres enregistrements. Et donc, on a des enregistrements, effectivement, qui montrent que en 63, Kennedy commençait à sentir que ça allait pas le faire. Il commençait à avoir de sérieux doutes sur la faisabilité de la chose. Mais surtout, il commençait à se dire ça coûte très cher. Et puis finalement, vous m'aviez dit, il s'est un peu fait piéger, Kennedy. Mais alors, si on veut raconter l'histoire dans l'ordre, c'est peut-être mieux. Hein. Il faut comprendre que la NASA a été fondée en 1958 et un personnage qui a été très influent dans la fondation de la NASA, c'est Lyndon Johnson, qui, depuis le début, parce qu'en 1958, on savait déjà aussi que les Soviétiques avançaient vite sur ce dossier. Donc, il s'était donné comme mission de ce dossier-là. Voilà, il était devenu monsieur conquête de l'espace. Et donc, il avait poussé Eisenhower. Il était au Sénat, il était, comment on dit, le chef, le chef de la majorité au Sénat. Donc, il était un personnage influent déjà, hein, Lyndon Johnson. En 1960, donc quand il a été choisi par Kennedy, là on ne va pas en rentrer dans les détails pourquoi Kennedy a-t-il choisi Johnson, bon ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, Kennedy lui a confié, parce que vous savez, tu sais, aux États-Unis, il y a un vice-président, il sert à quoi? Ben à rien. Donc, il peut s'approprier il ne sert à rien, sauf au cas où le président soit assassiné. Tu vois, donc, c'est un truc très bizarre.
aux États-Unis, mais c'est comme ça. Et donc, lui s'était donné un peu cette mission, l'espace, c'était son truc. Donc, en 1961, c'est lui qui a remis un rapport à Kennedy en disant, voilà, un objectif qui prouverait la supériorité des États-Unis, qui est faisable, qui boosterait le patriotisme, enfin bon, le truc idéal, allons sur la Lune, c'est faisable. Alors, Kennedy avait déjà beaucoup de doutes parce que Kennedy avait nommé comme son expert scientifique, c'était un certain Jérôme Wissner, qui était un scientifique de haut niveau du MIT, qui connaissait bien le sujet et qui disait à Kennedy non, parce qu'on ne peut pas envoyer des hommes sur la Lune parce que les ceintures de Van Allen. James Van Allen était un personnage ça faisait pas très longtemps qu'on entendait parler des ceintures de Van Allen, mais Jérôme Wissner, lui, il connaissait bien le sujet, il disait pour l'instant, c'est pas possible, parce qu'on peut s'envoyer un robot. Alors on sait pas, mais on pense que Kennedy a été un peu partagé, mais il s'est quand même laissé convaincre, peut-être temporairement, en disant bon, allez, on va lancer ce projet, puis on verra bien. Donc il a soutenu publiquement le projet de la NASA, le projet Apollo, sachant très bien que c'était aussi un moyen de développer les fusées, c'est-à-dire les missiles balistiques intercontinentaux, et donc de montrer aux Russes, aux Soviétiques la force des États-Unis, etc. Il connaissait bien évidemment tout ça. Voilà. Mais en 1963, il a compris que ça ne se ferait pas sous son mandat. Il a fini par faire dire en l'enregistrement à Webb que non, jusqu'en 68, avant 68, c'est pas possible. Donc Kennedy s'est dit, bah merde, alors ça sera pas sous ma présidence, du coup, je suis moins intéressé. Parce que bon, oui, surtout qu'il devait préparer sa prochaine candidature. Oui. Ouais, et que voilà. donc, en fait, c'est important. Là, ça peut. En fait, encore une fois, c'est pour ça qu'on pose ces bases-là. Parce que ce ne sont pas des détails anodins. C'est se dire, donc, quand vous avez un président qui doit préparer donc, sa candidature ou sa réélection, lorsqu'en fait, on a dépensé des milliards de dollars pour un projet qui n'a rien donné depuis des années, exactement, ouais. Ça peut faire perdre énormément de points dans les sondages. Donc, c'est exactement. C'était très embarrassant. Effectivement, il était embarrassé, Kennedy. Donc, il cherchait une alternative. Et alors, il cherchait une alternative. Jérôme Wissner, qui a écrit les témoignages après, disait que Kennedy, en fait, ça ne l'intéressait pas du tout, la Lune. D'ailleurs, il l'a dit, on a des enregistrements, comme tu disais, dans la Maison-Blanche. Il a dit, moi, la Lune, franchement, on peut pas envoyer... On n'a qu'à envoyer un robot là-bas, ça, on sait faire. Ça, on sait faire, hein, envoyer un robot sur la Lune et puis qui nous ramène des cailloux. Pas besoin d'envoyer des cosmonautes avec un marteau, une pioche, je veux dire. Bon, il y a un drapeau américain. Il y a un drapeau américain, même le robot peut le planter. Bon, ça fait pas le même effet, mais... donc, il savait tout ça, et en 63, donc septembre 63, hein, donc peu de temps avant son assassinat, on a 2 réunions avec James Webb. James Webb, c'était le directeur de la NASA à l'époque, qui avait été nommé par Johnson. La NASA était quand même chapeautée par Johnson, à travers James Webb, qui était un homme de Johnson, qui était un avocat, hein, qui n'était pas du tout un scientifique, hein, un politicien, James Webb. Mais c'était vraiment l'homme de Johnson. La bonne preuve, d'ailleurs, c'est bien de le dire pour ne pas oublier de le dire, c'est qu'en 68, quand Johnson a décidé de ne pas se représenter, James Webb a démissionné. Donc, il avait préparé tout le programme Apollo, et quelques mois avant, 6 mois avant que la première fusée Apollo, la première fusée Saturne, la première mission Apollo, James Webb démissionne. Ça, en soi, c'est assez bizarre. Mais bon, on peut spéculer, mais en tout cas, c'est James Webb qui était l'homme de Johnson du début à la fin et qui a supervisé ce projet. Donc en 63, pour reprendre ce que je disais, Kennedy demande à Webb si on ne peut pas arrêter, trouver autre chose, changer de projet, etc. James Webb dit bah non, c'est trop tard, on est parti, on doit y aller. Kennedy n'était pas content du tout. Quelques jours après cette dernière réunion avec James Webb, il avait à ses côtés Jérôme Wissner, là, dont j'ai parlé, son expert qui soutenait et qui disait aussi bon, on ne peut pas y aller. Donc, voilà. Quelques jours après, il fait ce discours qui a surpris tout le monde à Washington, à l'Assemblée générale des Nations unies, en disant « Allons sur la Lune ensemble avec les Soviétiques ». Il lance une invitation à Khrouchtchev « Allons-y ensemble ». Et ça, c'était un coup de théâtre gigantesque parce qu'en fait, toute la logique de la course à l'armement, c'est qu'il faut y être le premier parce que les Russes veulent y aller, donc nous, il faut qu'on y aille avant eux. Donc, c'était une manière de couper l'herbe sous les pieds et c'était exactement tout à fait représentatif de la philosophie de Kennedy,
puisqu'il cherchait aussi, depuis le début, à clore la guerre froide en lançant des projets de coopération. Et donc, il fait cette proposition. L'espace, ça ne doit pas être un enjeu de compétition, ça doit être un enjeu de coopération. Donc, il change complètement le paradigme. Et d'ailleurs, excuse-moi de te couper, c'est que ça, je ne sais pas si tu comptes en parler, c'est que c'était non pas uniquement une initiative de Kennedy, mais c'était quelque chose qui avait été très bien reçu justement par Khrouchtchev, parce qu'ils avaient des correspondances privées où en fait ils étaient plutôt en accord sur cette idée-là de coopération possible. C'était quelque chose qui avait été très bien reçu, et même il avait ensuite réalisé un discours qui avait été considéré donc par Khrouchtchev comme l'un des meilleurs discours faits par un président des États-Unis, justement pour parler de la paix générale. Donc, comme je dis, il y a un changement de paradigme et qui avait été reçu aussi du côté de l'URSS. Oui, tout à fait. Ben, tout ça, c'est en 63, ça va très très vite. En 63, c'est impressionnant tout ce qui se passe en 63. Alors effectivement, ils avaient échangé déjà des correspondances après la crise des missiles cubains. C'est là qu'ils avaient réalisé tous les deux. D'une part, que tous les deux étaient un peu dans la même position, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas déclencher la guerre mondiale, mais qu'ils avaient derrière eux un appareil militaire de faucons qui les poussait à déclencher la guerre nucléaire. Et donc, ils ont commencé à discuter ensemble par une correspondance secrète. Enfin, secrète, la CIA le surveillait quand même. Mais effectivement, ils étaient sur la même longueur d'onde. Ils avaient déjà signé un traité historique, le premier de toute l'histoire, le traité de limitation des tests d'armes atomiques. Donc, ils étaient engagés. Et Kennedy a fait plusieurs discours, dont ce discours dont tu as parlé en 63, son fameux Peace Speech, on l'appelle, dans une université je ne sais plus quelle université, un discours effectivement qui a eu un énorme retentissement, aussi bien aux États-Unis, dans le milieu étudiant, il l'a fait dans une université parce qu'il voulait toucher les jeunes. Et puis ce discours, comme tu l'as dit, a été traduit dans la Pravda, le seul discours d'un président américain jamais traduit intégralement dans la Pravda, et applaudi par Khrouchtchev. Effectivement, c'était quelque chose de gigantesque comme tournant possible. Mais c'était en 63, le tournant était amorcé, mais évidemment, il a été arrêté. Mais effectivement, cet effort de Kennedy pour arrêter les missions Apollo, tout simplement, hein, il pensait que ça servait à rien, c'était ridicule, plutôt arrêter la course à la Lune. Je ne sais pas si Kennedy savait que ce n'était pas possible je pense qu'il ne connaissait pas les détails techniques, mais en tout cas, il s'est dit l'espace, ça doit être justement le moyen de sortir de la guerre froide par la coopération plutôt que par la compétition. Et donc, il a surpris tout le monde avec ce discours aux Nations Unies et il est mort quelques mois après, je crois, même peut-être moins de quelques mois, parce que son discours aux Nations Unies, oui, c'était le 20 septembre 63. Et ça me permet de dire tout simplement, si ça vous intéresse, justement, avec toi, Laurent, on a fait un entretien justement sur un livre que tu as écrit, un documentaire que tu as fait, donc c'est sur les Kennedy, et donc on parle aussi donc, de la mort de Kennedy et du contexte dans lequel il était, et où d'ailleurs on retrouve le personnage important et central donc, de Johnson, hein, le président qui l'a succédé ensuite. Donc, voilà. En tout cas, vous êtes 1300 à nous regarder. N'hésitez pas donc à mettre, si ça vous plaît, un pouce, un commentaire. Ça fait très plaisir d'avoir autant de monde sur un sujet aussi important. Je te laisse continuer, Laurent. Oui, là, on a fait un peu le tour du contexte géopolitique profond. Il manquait peut-être tout simplement d'expliquer quels étaient, par exemple, les conflits armés et quelles étaient en fait les actions des États-Unis dans certains territoires. Et donc, parce que peut-être que des personnes ne sont pas du tout au courant, encore une fois, de ce qu'a pu faire les États-Unis à cette période-là. Est-ce que tu pourras en parler un petit peu ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a ce contexte-là, parce que sous la présidence Nixon, curieusement, les missions Apollo encadrent exactement la guerre du Vietnam. Et donc, un auteur en particulier qui a écrit un des meilleurs livres qui s'appelle Gerhard Wisniewski, je crois, en allemand, en anglais, il l'a écrit, insiste beaucoup là-dessus, sur le fait qu'en fait, si tu veux, pendant que les États-Unis créaient l'enfer sur Terre au Vietnam, eh bien, ils faisaient rêver les Américains en leur faisant regarder le ciel, la Lune. Il y a un côté effectivement très manipulateur dans ces missions Apollo.
Et c'est pour ça que c'est intéressant de relayer ça à Nixon. Alors moi, je ne sais pas si Nixon savait que la mission Apollo 11 était bidon ou pas. À mon avis, comme c'était quand même au tout début de son mandat, c'était un homme très très intelligent, Nixon, est très très bien informé, hein, donc qui savait toujours les ragots de couloir de la Maison Blanche avant tout le monde, donc peut-être qu'il le savait, peut-être qu'il le savait pas, peut-être qu'il le savait pas au début et qu'il l'a compris après, qu'il s'est dit de toute manière, on va utiliser ça pour le prestige des États-Unis, le prestige mondial, pour mon propre prestige. Il ne s'est pas privé d'utiliser les missions Apollo pour se faire valoir. Puis en même temps, pour faire effectivement peut-être oublier. Enfin, tu vois, il y a un côté, une dualité assez frappante entre ce rêve de conquérir la Lune, puis dans tous les discours de Nixon, c'est grâce à ça, on va apporter la paix et la prospérité au monde, et l'Amérique, tout le monde adore l'Amérique, parce que voilà. Et puis d'un autre côté, on sentait bien une haine qui commençait à se développer par rapport à ces guerres illégales totalement, sans aucune justification au Vietnam. Donc Nixon est un personnage, alors donc je pense qu'il n'est pas essentiel paradoxalement, parce que toutes les missions Apollo sont sous sa présidence, mais en réalité, pour lui, ça a été un moyen, un outil de communication. Pour l'anecdote, d'abord, quand la première fusée donc est partie, il a fait un discours, alors c'était quasiment un discours mystique. On est tous dans la prière, on est tous émerveillés. Et puis l'Amérique va sauver le monde avec la technologie, etc. Puis quand les Buzz Aldrin et Neil Armstrong étaient sur la Lune, il leur a téléphoné de la Maison Blanche. Je ne sais pas si on imagine le truc. Donc à la télé, on a vu Nixon avec son téléphone qui appelait « Allô, Buzz Aldrin et Neil Armstrong, je voudrais vous féliciter. Grâce à vous, le ciel, heaven, est sur la Terre, etc. » Donc un discours très religieux en réalité. Quand on pense à la Lune, à Apollo, il faut penser qu'il y a une sorte, c'est du crypto-religieux, parce que ce n'est pas du religieux au sens pur, parce qu'on parle de technique, on parle de l'univers physique, mais en réalité, la Lune, c'est l'autre monde. Il y a une symbolique religieuse très présente. Oui, il y a une symbolique. D'ailleurs, dans beaucoup de contes asiatiques, la Lune, c'est l'autre monde. C'est là où vont les morts, etc. Donc, voilà, les astronautes, c'est des héros au sens grec qui vont dans l'autre monde et qui en reviennent. Tu sais, c'est des personnages de contes et de légendes et de mythes. Il y a cette dimension au moins subconsciente, très forte. Et ça a marché parce que, si tu veux, l'Amérique, à travers les astronautes, est devenue la nation héroïque, hein, au sens religieux du terme. Voilà, donc ça rejoint le contexte géopolitique, au niveau propagande, au niveau communication. Ça a été un coup de communication absolument gigantesque. Tout le monde, les milliards de gens ont vu les cosmonautes à la télé, et à l'époque, les gens pensaient que ce qu'ils voyaient à la télé, c'était comme s'ils les voyaient de leurs propres yeux. Il n'avait pas le recul pour comprendre. D'ailleurs, Nixon disait, on lui prête cette phrase, les Américains, mais le monde entier, mais il disait, les Américains ne croient une chose que s'ils l'ont vue à la télé. Absolument. D'ailleurs, avant donc peut-être de passer à l'autre partie de l'entretien, où on va commencer à parler plutôt des aspects techniques donc de l'alunissage, il va falloir peut-être expliquer un petit peu plus donc le contexte qu'il y a eu en fait autour de l'alunissage et surtout des missions Apollo. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose aussi d'assez curieux, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'Apollo 11 comme l'exploit humain. On va venir dans l'aspect technique en expliquant qu'il y a quand même des phénomènes curieux, c'est-à-dire une technologie qui est perdue, on n'y est jamais retourné. Les images, les photos qui ont été prises sont plutôt étranges. Lorsqu'on voit le matériel qui a été utilisé, on se dit mais c'est vraiment un exploit surhumain que d'avoir envoyé du papier aluminium dans l'espace. Il y a eu d'autres missions Apollo, donc après ça, mais qui en fait étaient devenues de moins en moins populaires. Et ça, c'est quelque chose peut-être que les gens ne savaient peut-être pas. Ils pensaient qu'il y avait peut-être Apollo 11 et qu'ensuite, on n'y ait jamais fait d'autres missions. Oui, on peut d'ailleurs se demander pourquoi ils n'en ont pas fait qu'une, parce que la première, c'était
un exploit, enfin ça a fasciné le monde entier, puis petit à petit, il y en a eu 6. Hein. Donc la dernière, c'était Apollo 17 en 1972, je crois en décembre 1972. D'ailleurs, pratiquement, voilà, ça s'est arrêté, la guerre du Vietnam s'est arrêtée en même temps, tu vois, il y avait une synchronicité entre les deux qui est assez énorme. Effectivement, ils y sont allés 6 fois. À chaque fois, ils rajoutaient des petits gadgets. Ils ont rajouté le buggy, là, petite voiture là, qui se promenait. Les cosmonautes faisaient du cross dans ce buggy. Ils ont rajouté, puis l'émission durait plus longtemps. Ils sont restés en 1972 3 jours et 3 nuits. Enfin, les jours et les nuits n'existent pas de la même manière sur la Lune, mais enfin, ils sont restés 72 heures sur la Lune. Ce qui est énorme. Ils ont rajouté du suspense. Il y a des missions où il a failli y avoir un accident. Mais bon, il n'y a jamais eu d'accident. Hein. Il n'y a jamais eu le moindre. On peut dire, le film, j'ai revu la bande-annonce d'un film récent qui dit la mission la plus dangereuse de toute l'histoire humaine. Ah ouais, mais il n'y a jamais eu un seul mort sur les 6 x 3, 18 astronautes qui sont partis sur la Lune. Il y a eu 3 astronautes morts. Ça, c'est intéressant peut-être de le dire, même si ça. Je parle un peu dans, voilà, je parle un peu dans le désordre, mais ça, c'est très important à mentionner, donc c'est pour ne pas oublier. Apollo 1, donc en 1967, il y avait donc une mission Apollo prévue. Il devait aller sur la Lune déjà, donc, et l'équipage était composé de Gus Grissom et 2 autres dont j'oublie le nom. Et Grissom avait la réputation d'avoir son franc-parler et avait fait plusieurs remarques publiques assez désagréables, en public et en privé, en disant « Ouh là là, ça sent mauvais, on ne va jamais y arriver, il va y avoir un accident, ça va mal se passer ». Donc il sentait qu'il y avait quelque chose qui… ça n'allait pas le faire. C'était des hommes très courageux, tous les cosmonautes. C'était des gens c'était des pilotes de chasse, ils avaient fait la guerre de Corée, tu vois, c'était des gens qui n'avaient pas peur du danger. Hein. Or, donc, les seuls 3 cosmonautes qui sont morts dans les missions Apollo, ce sont ces 3-là. Ils sont morts en 1967, grillés, vifs, dans leur capsule, au sol, lors d'un essai. C'était juste un essai pour voir si la communication passait bien. On les a mis dans la capsule, cette capsule conique, là, qui était le module de commande, comme on dit, où étaient les cosmonautes, où ils passaient leur temps durant leur voyage vers la Lune et au retour, très petit, d'un espace très exigu. Et on les a enfermés là-dedans, à double tour, et c'est très comment dire, troublant, parce qu'on a l'enregistrement où on les entend dire « Ouh là là, attention, ça chauffe », et la capsule prend feu, on les entend hurler, et puis après, on ne les entend plus parce qu'ils sont morts. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, pour un cosmonaute, il est beaucoup plus dangereux d'être sur la Terre que dans la Lune. Dans la Lune, il n'y a jamais eu le moindre problème, quoi. Bon, pour une mission d'une dangerosité incroyable, puis quand on voit le nombre de… Il y a d'ailleurs un documentaire qui est basé là-dessus, sur le fait qu'ils ont eu une chance incroyable parce qu'à chaque étape, il y avait des trucs qui foiraient, mais malgré tout, on y est arrivé, tu vois. Bon, alors, cette histoire de Gus Grissom est importante parce que, si tu veux, je pense qu'il y a eu un message qui a été lancé, c'est que le cosmonaute, il ne parle pas. Il ne dit que ce qu'on lui demande de dire, et s'il commence à poser des questions ou à dire des choses, eh bien, je pense que l'exemple de Grissom a eu un effet probablement très très fort sur tous les cosmonautes suivants, qui, comme on le sait, ça c'est un aspect troublant de la chose, étaient peu loquaces, assez discrets. Ils n'ont pas fait de livres. Quand on les écoute, ils disent pas grand-chose, quoi. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument, absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.